prend la parole à Moscou. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je vais parler à une heure qui est très difficile pour nous, une période de grands changements dans le monde entier. Des événements historiques qui détermineront l'avenir de notre pays et de notre peuple. Chacun d'entre nous a une responsabilité colossale. Il y a un an, pour défendre les habitants de nos régions historiques, pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer une menace qui provenait du régime néo-nazi en Ukraine, arrivé suite au coup d'État de 2014, la décision a été prise de conduire une opération militaire spéciale. Nous avons réfléchi pas à pas et nous réglerons les défis qui se posent à nous. Depuis 2014, le Donbass s'est battu, a défendu son droit de vivre sur ces terres, de parler sa langue maternelle. Alors qu'il y avait un embargo et des frappes, le Donbass ne s'est pas rendu. Et la Russie devait venir les aider. Et vous le savez, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour régler ce problème par des moyens pacifiques. Nous avons mené des négociations sur ce conflit qui durait depuis longtemps. Mais dans notre dos se préparait un autre scénario. Les promesses des responsables occidentaux pour une paix dans le Donbass était un mensonge. Ils cherchaient à gagner du temps et ont fermé les yeux alors qu'il y avait des meurtres politiques, des répressions commises par le régime de Kiev, des humiliations que subissaient les croyants. Et des actions terroristes ont été commises par les néo-nazis. Des officiers de bataillons nationalistes ont été envoyés, des armes ont été envoyées. Et même avant le début de l'opération militaire spéciale, nous avons négocié, il y a eu des négociations entre Kiev et l'Occident pour recevoir des systèmes de défense antiaérienne, des armes. Et il y avait même la possibilité que Kiev reçoive l'arme nucléaire. L'OTAN et les États-Unis ont menacé avec une base secrète notre pays, un biolaboratoire qui devait être une préparation aux actions militaires à venir. Ils préparaient l'Ukraine à une grande guerre et aujourd'hui ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent publiquement. Ils n'ont pas honte de le dire. Ils ont utilisé les accords de Minsk comme un spectacle, c'est un bluff politique. Alors que dans le Donbass versait son sang. Et nous avons tout fait pour parvenir à une solution pacifique et eux jouer avec la vie des personnes. Ils jouaient leurs cartes. Cette méthode répugnante du mensonge avait déjà été utilisée par le passé. Cette hypocrisie, on l'a observé en Yougoslavie, en Irak, en Libye, en Syrie. Et ils ne pourront jamais se laver les mains de cette honte. La mémoire n'est pas de leur côté, ni de conscience. Pendant les années d'hégémonie, de colonialisme, ils ont pris l'habitude que tout soit possible. Et ils faisaient peu de cas du monde. Ils méprisent d'ailleurs même leur propre peuple. Ils leur ont menti de manière cynique, disant qu'ils étaient attachés aux résolutions du Conseil de sécurité sur le Donbass.
Le Donbass est devenu un symbole de ce mensonge total. Et nous avons défendu non seulement nos intérêts, mais aussi notre position. Dans le monde, il ne doit pas y avoir de division entre les pays civilisés et les autres. Il faut un partenariat honnête, sans avoir recours à des méthodes agressives. Nous étions ouverts, prêts à un dialogue constructif avec l'Occident. Nous avons insisté pour que l'Europe et le monde, pour dire qu'il fallait qu'il y ait un système de sécurité indivisible et égal pour tous. Et pendant longtemps, nous avons proposé à nos partenaires d'étudier cette possibilité. Mais la réponse a été une réaction confuse et hypocrite. Il y a eu aussi des actions concrètes cependant. L'élargissement de l'OTAN à nos frontières, la création de nouveaux sites de déploiement pour les missiles. Ils ont souhaité nous couvrir de leur parapluie militaire. Des contingents militaires sont arrivés à la frontière de la Russie, mais pas seulement. Et vous le savez très bien. Dans aucun pays dans le monde, il n'y a autant de bases militaires que les États-Unis. Ils ont des centaines de bases, je le souligne, dans le monde entier. Vous pouvez regarder la carte pour vous en convaincre. Ils ont renoncé à des accords fondamentaux, notamment sur les missiles à moyenne portée et longue portée. Pourquoi ont-ils fait tout cela? Je vous rappelle qu'en décembre 2021, nous avons envoyé officiellement aux États-Unis et à l'OTAN un projet de traité sur les garanties de sécurité. Sur toutes les grandes positions essentielles pour nous, nous avons reçu un refus direct. Alors nous avons compris qu'on ne pourrait renoncer à ces plans. Alors se défendre face à leurs plans agressifs. Et suite aux informations que nous recevions, nous avons compris qu'en février, tout était prêt pour leur action punitive dans le Donbass. En 2014, le régime de Kiev avait déjà envoyé l'artillerie, l'aviation. Nous rappelons des frappes qui ont été menées dans le Donbass, qui visaient différentes villes. En 2015, ils ont à nouveau tenté d'attaquer directement le Donbass. Et ils ont continué à mener un embargo, une terreur, des frappes. Et cela a été en violation des documents du Conseil de sécurité. Totalement. Mais il ne se passait rien. Je le répète, c'est eux qui ont fait éclater la guerre. Et nous avons utilisé la force pour mettre un terme à cette guerre. Récemment, à la conférence de Munich, on a pu entendre les accusations interminables visant la Russie. Nous avons eu l'impression que l'objectif était que tous oublient ce que l'Occident avait fait ces dernières décennies. Alors que c'est eux qui ont fait sortir le génie de la bouteille en quelque sorte. D'après les experts américains, suite aux guerres, et ce n'est pas nous qui nous avons trouvé ces chiffres en quelque sorte, ce sont les Américains, suite aux guerres que les États-Unis ont lancées après 2001, 30 millions de personnes se sont retrouvées réfugiées et 38 000 personnes sont décédées. Aujourd'hui, ils cherchent à effacer de la mémoire de l'humanité ces faits, comme si il ne s'était rien passé. Mais personne n'oubliera cela. Les pertes humaines, les tragédies, ils en font peu de cas, des millions des milliers de milliards de dollars peuvent leur permettre de cacher tout cela. Ils imposent des régimes, des valeurs totalitaires libérales.
Ils humilient publiquement les dirigeants de ces pays. Ils cherchent à divertir, à détourner l'attention des peuples avec des scandales. Et nous le voyons tout cela. En 1930, l'Occident a a permis aux nazis d'arriver au pouvoir et aujourd'hui il crée une antiracie. Ce projet n'est pas nouveau. Les personnes qui connaissent un peu l'histoire sauront très bien cela. Cela remonte même au XIXe siècle avec l'Empire austro-hongrois, la Pologne. L'objectif était de retirer ces terres historiques de notre pays pour former ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Tout se répète. L'Occident a imposé ce projet aujourd'hui en entraînant le coup d'État en 2014. C'était un coup d'État meurtrier, anticonstitutionnel. Et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et ils avaient même de l'argent prévu pour cette stratégie. C'est la russophobie, leur nationalisme agressif qui est à la base de tout cela. Et les forces armées se sont appelées Edelweiss, comme la division hitlérienne qui a déporté les Juifs, qui a mené des opérations punitives contre la Yougoslavie, l'Italie, la Tchécoslovaquie. Et aujourd'hui, dans la garde ukrainienne, on utilise des insignes qui étaient utilisés par les SS. Sur les blindés ukrainiens, on trouve des signes de la Wehrmacht, de l'Allemagne nazie. Les néo-nazis ne se cachent pas. Ils disent ouvertement de qui ils sont les héritiers. Il est étonnant qu'en Occident, personne parmi les responsables ne remarque cela. C'est déplorable. Car en fait, ils s'en fichent. Leur objectif est de se battre, de nous combattre, de combattre la Russie. Et ils sont prêts à utiliser tous les moyens, les terroristes, les néo-nazis, pour remplir leur volonté, pour qu'ils se battent contre la Russie. Cette anti-Russie est une politique revancharde contre notre pays. Créer des foyers d'instabilité, de conflit à nos frontières. Voilà l'objectif. Comme dans les années 30 et comme aujourd'hui, l'objectif est le même. C'est de mener une agression à l'Est. De faire éclater la guerre en Europe par d'autres acteurs et d'éliminer un adversaire. Le peuple ukrainien est devenu l'otage du régime de Kiev et de ses maîtres occidentaux qui ont occupé ce pays de fait dans le sens politique et militaire. Pendant des décennies, ils ont détruit l'industrie ukrainienne, ont pillé les ressources naturelles, une dégradation sociale et une pauvreté, les inégalités s'en sont suivies. Personne n'a pensé aux populations. Ils sont devenus un matériel utilisable. Le conflit ukrainien, l'escalade, les victimes, c'est l'Occident, l'élite occidentale qui en est responsable et le régime de Kiev qui n'a rien à voir avec le peuple ukrainien. Aujourd'hui, le pouvoir ukrainien ne suit pas les intérêts nationaux, mais ceux de l'élite. L'Occident cherche aujourd'hui à augmenter les approvisionnements militaires pour changer le cours des événements. Plus de systèmes à longue portée arriveront en Ukraine, plus nous serons contraints de repousser la menace à nos frontières.
L'élite occidentale ne cache pas ses objectifs qui est, comme ils le disent, d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie mettre fin à notre pays pour tous. C'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial. Et nous comprenons tout cela. Et ainsi, nous réagirons face à cela. Car il en va de l'existence même de notre pays. Mais ils ne se rendent même pas compte que sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie. Et c'est pourquoi ils mènent contre nous des attaques informationnelles de plus en plus agressives. Ils utilisent les jeunes et mentent en permanence. Ils déforment les faits historiques. Ils s'en prennent à notre culture, à l'Église orthodoxe, à d'autres organisations religieuses traditionnelles de notre pays. Voyez ce qu'ils ont fait avec leur propre peuple. Ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Ils ont humilié les enfants de sorte que la pédophilie est la norme de vie aujourd'hui. Les prêtres doivent célébrer des mariages homoparentaux. Mais les adultes vivent comme ils veulent. Ça n'a jamais été remis en question. Personne n'entre dans la vie privée des personnes. Nous ne souhaitons pas faire cela. Mais regardez les écritures des grandes religions, tout est écrit, notamment le fait que la famille est l'union d'un homme et d'une femme. Mais même ces textes sacrés sont remis en question. L'Église anglicane, par exemple, prévoit de maintenant voir l'idée, envisager l'idée de créateur neutre en termes de genre. Que dire? Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Des millions des gens à l'Occident comprennent néanmoins qu'on les mène à cette catastrophe spirituelle. Les élites deviennent folles et ça devient un problème intraitable en termes de médecine. Mais nous devons protéger nos enfants, la jeune génération, de cette dégénération de mœurs. Il est évident que l'Occident va essayer de faire vaciller notre société, miser sur les traîtres nationaux, les national traîtres qui gardent ce venin de mépris envers sa patrie, et ils sont aussi prêts à travailler avec ceux qui sont être à la solde. De tout temps, il y a eu ce genre de figure, ce genre de traîtres. Il y a aussi, il y aura d'autres attaques contre nous, mais tous ceux qui vont être responsables contre ces collaborations vont être punis avec la force de la loi. Mais nous ferons pas nous allons punir les traîtres, mais nous allons pas faire de nouvelles chasses aux sorcières. Ceux qui ont fait des écarts, ceux qui ont fait ceux qui ont eu le doute et ont penser à trahir à un moment leur patrie, que ça reste sur leur conscience. Le tout, c'est de leur donner un jugement moral, de les couvrir d'opprobre. Notre peuple multinational a pris tous ce positionnement de principe. Ils se sont déterminés. Ils ont tous soutenu notre opération spéciale dans le Donbass. Et c'est là où on voit un véritable sentiment patriotique qui a été le
le fondement solide de ce soutien et ce sentiment patriotique qui est un lien intrinsèque de chacun de nous avec la destinée de la patrie. Chers amis, je voudrais vous remercier tous, tout le peuple russe, de la Russie, pour ce courage et pour cette détermination. Je voudrais remercier les officiers de la flotte et des forces terrestres. Je voudrais remercier les combattants des brigades de Donetsk et de Lugansk, des réservistes. Je voudrais aussi apporter quelques excuses, car je ne pourrais pas citer dans mon intervention d'aujourd'hui, citer tout le monde pour les remercier. J'ai commencé d'abord en préparant cette intervention, dresser la liste de tous les détachements, de toutes les brigades héroïques qui ont fait des faits d'armes héroïques. Je voudrais d'abord citer tous, mais je me suis rendu compte que cette liste est trop longue. Alors je voudrais aussi remercier les mères et les épouses, aussi les parents de défenseurs de notre patrie, des médecins et des médecins de campagne, les conducteurs des locomotives et les collaborateurs des chemins ferroviaires qui approvisionnent le front, les ingénieurs qui font fonctionner les services des usines, le complexe militaire, tous les travailleurs de ce complexe qui tournent aujourd'hui en 3-8 et tous les forces qui assurent la sécurité de notre immense pays. Je voudrais remercier aussi les professeurs, les maîtres d'école, ceux qui prennent charge de cette jeune génération et l'école fonctionne même à quelques kilomètres de la ligne de front et même et sur le front. Il y a les médecins qui se rendent pour sauver les blessés dans les lignes des hostilités. Je voudrais remercier aussi les correspondants de guerre qui prennent des risques pour leur vie, pour témoigner. Je voudrais remercier les aumôniers, des prêtres militaires qui vont soutenir les soldats et soutenir leur courage. Je voudrais remercier les fonctionnaires, tous ceux qui ne font que remplir leurs devoirs citoyens et leurs devoirs moral, humain. Je voudrais dire un mot particulier pour les habitants des régions de Luhansk et Donetsk, de Zaporizhia et de Kherson. Vous avez choisi votre destin. Vous vous êtes prononcés pendant les référendums pour votre avenir, malgré la terreur et malgré les combats qui ont été tout proches. Mais rien n'a pu ébranler votre détermination d'être aux côtés avec la Russie, avec votre patrie. Nous avons déjà entrepris